raconte. Christophe Andelatte. Il a fallu 17 ans, 17 longues années pour résoudre l'enquête sur le meurtre et le viol de Sylvie Baton en 1989 à Avallon dans l'Yonne. 17 années et la ténacité d'un juge d'instruction qui a su exploiter les progrès de l'ADN. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec le docteur Paul Bensoussan, qui est le psychiatre expert qui a examiné le tueur. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Cette histoire commence un soir de fête foraine, le 5 mai 1989, à Avallon, dans l'Yonne, à 50 km d'Auxerre. Mais ce soir-là, il y en a une qui n'a pas le cœur à la fête. Elle s'appelle Danielle Baton, et depuis ce matin, elle essaye de joindre sa fille de 24 ans, Sylvie. Et elle ne répond pas. Elle a essayé 10 fois, sans succès. Alors elle appelle René, son beau-frère. « Faut qu'on aille chez elle, René. Je suis très inquiète. » « Ok, j'arrive. » Ils arrivent tous les deux devant la petite maison de Sylvie. « T'as vu, René ? Les volets sont fermés. Et le portail aussi. Va voir, s'il te plaît, va voir. » René saute le portail. « C'est bizarre. La porte d'entrée est entrouverte. » Il pénètre dans la maison. Il fait le tour des pièces. Dans le salon, rien d'anormal. Dans la chambre non plus. Mais dans la salle de bain... Mon Dieu! Sylvie qui flotte dans l'eau rougeâtre de la baignoire. Son visage est défiguré. La mère, Danielle, arrive, elle est tétanisée. Sa fille est là, morte, dans la baignoire. Ils auraient dû la laisser là et appeler les gendarmes tout de suite. Mais non, ils la sortent. Ils vont la déposer sur son lit et ils la recouvrent d'un drap pour ne pas la laisser nue au regard de tous, tout simplement. Et c'est après qu'ils décident d'appeler les gendarmes. Daniel prend le téléphone, il n'y a pas de portable à l'époque. « René, il n'y a pas de tonalité, putain, la ligne doit être coupée. » Et là, Danielle, à bout de nerfs, et on la comprend, sort dans la rue, elle tombe à genoux, et elle hurle. « Ma Camille! Ma Camille !» Et du coup, ce sont les voisins qui appellent les gendarmes. Quand ils arrivent, les gendarmes trouvent donc Sylvie sur le lit. « Regarde, elle a des marques bleues au poignet. Et regarde, elle a les mêmes aux chevilles. Elle a été attachée, cette gamine. » Dans la foulée, les experts réalisent des prélèvements sur le cadavre. Bon, tu notes ? Prélèvement réalisé sur le corps d'un liquide de couleur blanchâtre qui pourrait être du sperme. Prélèvement de cheveux recueillis sur les pieds de la victime entre les 2 orteils. Et là, vous vous dites, c'est bon, on a un ADN. On a l'ADN du tueur. Erreur. On est en 1989 et c'est une technique encore balbutiante, très balbutiante. À part ça, dans la salle de bain, les vêtements de Sylvie sont par terre. Dans le salon, il y a 2 verres sur la table basse. Un guéridon et une planche à repasser sont renversés. Mais pas de traces de lutte ni de bagarre. En tout cas, la porte d'entrée n'a pas été fracturée. Aucune trace. Ce qui, en général, veut dire que la victime a ouvert la porte à son agresseur. Ou alors qu'il avait la clé. Dans les 2 cas, ça laisse entendre que l'assassin pourrait être un proche. Quant au téléphone, les gendarmes suivent le fil jusqu'à l'extérieur. Regarde, il est sectionné là. Fallait savoir que c'était le fil du téléphone. Parce qu'entre nous, ça ressemble à un fil électrique. Point. Celui qui a fait ça savait. Et ça renforce la piste d'un proche. Dites, madame, on a une ou 2 questions à vous poser, même si on a bien conscience que c'est pas le moment.
Quand est-ce que vous avez vu votre fille pour la dernière fois? Hier soir, elle est venue dîner à la maison. Il y avait Marc, son frère, René, son oncle, et moi. Elle est partie à quelle heure? Je dirais 11 heures du soir pour rentrer chez elle. À pied? À moto? En voiture? En voiture avec sa 4L. Elle vous a dit si elle avait rendez-vous avec quelqu'un? Après son départ? Non. Mais à mon avis, c'est pas trop son genre, Sylvie. Elle faisait quoi dans la vie, votre fille? Elle était étudiante en lettres modernes à Dijon. Elle y passait toute la semaine. Elle rentrait à Avallon le week-end. L'autopsie a lieu dans la foulée. Bon, selon mes observations, elle a d'abord été étranglée, puis noyée dans la baignoire. Et puis vous voyez ici les ecchymoses aux poignets et là aux chevilles. Bon, elles sont très marquées, ce qui indique qu'elle est restée ligotée un certain temps. Elle a été violée, docteur? Oui. Pénétration vaginale et anale. Les gendarmes découvrent immédiatement l'existence d'un petit copain, Carlos. Et ça n'est pas une amourette, ils sont ensemble depuis 7 ans, depuis leurs 17 ans. Il y avait des problèmes entre eux? Non, enfin, des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais non, rien de très grave. Il est où actuellement, Carlos? Il est au Portugal, pour son travail. Carlos est prévenu. Il rentre immédiatement à Avallon, effondré. Il était à 1800 km au moment du crime. Il ne peut pas être soupçonné. En revanche, les gendarmes sont intrigués par le frère de Sylvie, Marc. Je sais pas ce que t'en penses, mais il a pas l'air très peiné par la mort de sa sœur, celui-là. Il nous inonde pas de larmes. T'as vu sa froideur, sa distance? Faut le garder à l'œil, celui-là. Et il se confirme que le frère et la sœur ne s'entendaient pas très bien. Mais ne faites pas les saintes nitouches, ça existe. On n'est pas obligé d'aimer son frère ou sa sœur. Si, d'autant qu'ils étaient très différents. Sylvie, étudiante sérieuse qui faisait la fierté de ses parents ouvriers, et lui, Marc, un branleur, un gentil petit branleur, du genre qui passe ses nuits dans les bistrots et dans les boîtes de nuit. Mais ça n'en fait pas un assassin. On est d'accord. Les obsèques de Sylvie Baton ont lieu 6 jours après le meurtre, le 11 mai. Et les gendarmes sont là, dans un coin. Ils observent. Parce que ça arrive qu'un meurtrier vienne aux obsèques de sa victime. On ne sait jamais. Et puis, à un moment donné... Patrouille pour autorité. On a une voiture sur le parking, on l'a passée au fichier. Elle appartient à un gars qui a été condamné pour agression sexuelle sur mineur il y a quelques années. C'est un ami de Marc Baton, le frère. À la fin de la cérémonie, les gendarmes vont le cueillir. Le soir du 4 mai? J'étais à la foire. J'y vais tous les soirs ou presque avec les potes. Vous êtes rentré à quelle heure chez vous? Alors là, j'ai pas mal picolé ce soir-là. Je vous avoue, je sais pas trop. On lui prélève des cheveux et du sang pour les comparer aux indices relevés sur le corps de Sylvie Baton. Et je vous le dis tout de suite, ça n'est pas lui. Donc, pour l'instant, rien du côté des proches. Il va falloir explorer d'autres pistes. Et là, les gendarmes se souviennent d'une scène, une drôle de scène, qui s'est déroulée le soir du meurtre, alors qu'ils étaient encore sur la scène de crime. Un type et sa femme qui ont débarqué sur place et qui se sont présentés comme d'anciens locataires de la maison. Ils ont dit qu'ils venaient récupérer les clés de la part du propriétaire. Alors évidemment, les gendarmes les ont envoyés bouler.
Et ils se disent évidemment qu'il faudrait être con comme la lune pour se jeter comme ça dans la gueule du loup. Mais au cas où, comme les cons ça existe, ils vont les cueillir tous les deux. L'homme et sa femme. La femme est interrogée la première. Qu'est-ce que vous avez fait le 4 mai, jour du drame? Votre emploi du temps. On a passé la journée au bord d'un étang avec des amis. Les garçons ont pêché. Ensuite, on a pique-niqué. Puis voilà, quoi, on est rentré assez tard, vers 10h30, 11h. Et on a dû se coucher dans la foulée, quoi, vers minuit, je pense. Votre mari, Armando, il s'est pas relevé? Non. Franchement, non. Votre mari, madame, il lui arrive de faire pipi la nuit? Oui, je suppose, des fois. Donc vous supposez qu'il lui arrive de se lever pour faire pipi la nuit, et vous êtes sûr qu'il ne s'est pas levé cette nuit-là? Oui. Celle-là, j'avoue que c'est un coup de génie. Je n'avais jamais vu ça dans un interrogatoire. Et en même temps, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça ne vous arrive pas, vous, de vous lever la nuit pour pisser sans que votre femme ou votre mari ne s'en aperçoive? Moi, oui, en tout cas. Bref, dans un autre bureau, d'autres gendarmes interrogent Armando. Il leur livre la même version de la journée du 4 mai. Et il est aussi questionné sur le fil du téléphone de la maison où vivait Sylvie. Bien sûr que je le connais, ce fil. Il a été installé du temps où on habitait là. On leur prélève à tous les deux un peu de sang et quelques cheveux, et on les relâche. Et quelque temps plus tard, tombent les résultats des analyses. Bon, j'ai du lourd pour toi. Le sang du gars est du groupe AB. C'est un groupe assez rare et ça colle au groupe sanguin déduit de l'analyse du sperme retrouvé sur la scène de crime. Et c'est pas tout. Les cheveux du gars. On trouve 80% de ressemblance avec ceux retrouvés sur la victime. Bon voilà, on le tient, le coupable. L'ancien locataire de la maison de Sylvie Bâton, qui avait sans doute conservé un jeu de clés, ce qui lui a permis d'entrer sans effraction, et qui est venu comme un andouille se jeter dans la gueule du loup le soir du crime. Je vous l'ai dit, ça existe, les cons. Armando est inculpé de meurtre et il file en tôle. À ce stade, on a comparé les cheveux d'Armando et de sa copine et ceux de la scène de crime au microscope, de visu. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en 1989, l'ADN ne fait pas encore partie des outils de la police scientifique. Mais c'est pour bientôt. Tout un tas de chercheurs travaillent sur le sujet, dont un laboratoire de Nantes qui, en 1990, un an après le crime donc, est capable d'extraire un génotype d'un cheveu à condition qu'il ait son bulbe. Je suis désolé pour vous, mais le génotype du gars que vous avez arrêté correspond pas du tout au génotype des cheveux collectés sur place. Armando est donc moins con que prévu, et je lui présente mes excuses. Après 18 mois de prison, il est donc libéré. Et les années passent sans que l'enquête n'évolue d'un pouce. La mère de Sylvie participe comme souvent à l'époque à l'émission de Jacques Pradel sur TF1, témoin numéro 1. On y collecte quelques témoignages, genre « Sylvie était dealeuse, elle vendait de la drogue ». Mais ce sont des ragots. Dealeuse, Sylvie. Si sérieuse. Enfin, c'est invraisemblable. Nous voilà à la fin des années 90. 10 ans ont passé. Et l'affaire Sylvie Bâton reste non résolue. Et à ce rythme-là, ça sent le classement sans suite. Ça sent l'étagère. Ça sent la poussière. D'autant plus qu'à coup de mutation, de promotion et de congé maternité, les juges d'instruction se succèdent. En 2002, on en est au 4e, une femme qui décide de donner une dernière chance à cette affaire vieille de 13 ans. Elle désigne des gendarmes parisiens qui sont spécialisés dans les enquêtes non résolues. Ils doivent reprendre le dossier en main à zéro. Et ils finissent par trouver quelque chose.
Un élément du dossier qui n'a pas fait l'objet d'investigation. L'un des 2 verres trouvés sur la table basse qui n'a pas été analysé. Alors les gendarmes vont au greffe du palais de justice d'Auxerre. Bonjour madame. Je voudrais que vous alliez dans les scellés de l'affaire Sylvie Bâton. Oui, bâton, comme un bâton. C'est une affaire de 1989. Et je voudrais que vous me retrouviez un verre. 1989, vous dites? C'est pas tout jeune, ça. Attendez, je vais voir. Ça y est, je l'ai. Et là, badaboum, elle fait tomber le verre par terre. Pas de peau. Un an plus tard, en mars 2003, une femme se présente à la gendarmerie. Bonjour, je viens témoigner dans une affaire assez ancienne, une affaire de 1989. C'est l'affaire Sylvie Bâton. J'étais une de ses amies et j'ai quelque chose à déclarer aux enquêteurs. Un gendarme recueille sa déposition. Voilà, en fait, Sylvie avait son frère Marc. Il faisait du trafic de hashish, quoi. Elle s'occupait de trouver la cam et lui, il la vendait sur Avalon, quoi. Et je le sais parce que mes frères étaient dans le coup aussi. Et puis je sais qu'à un moment, Marc et Sylvie se sont fâchés pour une histoire d'argent. Et c'est devenu comme la guerre entre eux, vous voyez. Et alors mes frères, ils sont allés voir Sylvie et je pense que c'est eux qui l'ont violée, qui l'ont tuée. Et ça, Marc, le frère de Sylvie, il le sait très bien. Hein. Cette piste du trafic de drogue qui paraissait totalement improbable serait donc réelle. Les 2 frères de la Miss et Marc Bâton sont arrêtés et placés en garde à vue. Mais c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. N'importe nawak. Le juge les confronte à leur sœur qui les a dénoncés. Je suis désolé, j'ai tout inventé. Ils y sont pour rien. Que de temps perdu. Et les années passent encore. Les gendarmes explorent la piste du tueur en série Émile Louis, et puis celle de Michel Fourniret, vous savez ce que c'est, hein. On ne prête qu'aux riches. Peine perdue. Et les années s'écoulent encore. 2004, 2005, 2006... Et en 2006, justement, un nouveau juge débarque sur le dossier, le 5e. Et entre nous, il a toutes les raisons de classer ce dossier sans suite. 17 ans. 17 ans qu'il est ouvert. Eh bien non. Parce qu'entre-temps, la police scientifique a fait beaucoup de progrès. On a des traces ADN dans ce dossier. À l'époque, on n'avait pas pu les exploiter, mais maintenant, en 2006... on peut peut-être en faire quelque chose. Allô, le greffe? Oui, bonjour, c'est le juge Pratt, à l'appareil. Dites-moi, vous pourriez me ressortir les pièces du dossier Bâton, je vous prie? 1989. Sauf que quelques minutes plus tard... Oh, je suis désolé, monsieur le juge. Je retrouve pas les scellés. Ils ont disparu. Eh bien, cherchez-les encore. Je viens vous aider. Et dans la cave du palais de justice, dans le local poubelle où on s'apprêtait à le détruire, le juge finit par trouver un carton. Et ce carton contient entre autres les draps et la couverture de Sylvie Bâton. Bon, amenez-moi ça au labo. Et sur la couverture, le labo trouve une toute petite tache de sperme. Possiblement une tache laissée par le tueur puisqu'il l'a violée. Et cette trace ADN, on la passe au fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. ADN inconnu. La guigne. Ça veut dire que le type qui a violé et tué Sylvie ne s'est pas fait prendre depuis, ce qui est assez rare. Les violeurs-tueurs frappent souvent plusieurs fois. Et là, le juge a une idée. Le tueur était peut-être un étranger de passage à Avalon. Ça vaut la peine d'exploiter cette piste. Alors, il envoie son ADN à Interpol.
Et là... Ça y est, on le tient! Putain, c'est un miracle. Ulrich Gerhard Münstermann, 48 ans, violeur en série et tueur, condamné à perpétuité en Allemagne pour le meurtre d'une étudiante en 1983. Putain, nom de Dieu! J'y croyais pas. On l'a! On l'a! Ulrich Gerhard Münstermann. Sa carrière de tordu débute en 1980 en Allemagne. Il a 21 ans et dans un bois, il repère une joggeuse, il la force à lui faire une fellation et il semble que ce soit sa première expérience sexuelle. 4 ans plus tard, il se fait passer pour un photographe auprès d'un jeune mannequin. Un soir, il lui propose d'aller dans un salon de la mode à Düsseldorf et au lieu de ça, il la conduit à la lisière d'un bois et il l'enferme dans sa voiture et il emporte les clés. Et quelques heures plus tard, il réapparaît dans la lumière des phares, complètement à poil. Et il la viole. 3 fois. Et il lui demande « Ça te plaît, hein ?»« Oui. Oui, j'ai jamais autant joui. » Elle ment, bien sûr. Elle ment parce qu'elle est terrorisée. Et en plus, l'autre a un tout petit kiki et des problèmes d'érection. Après, il commence à l'étrangler. Mais il va pas jusqu'au bout. Il la ramène chez elle en voiture. Sacré tordu, sacré tordu. 1 an plus tard, bis repetita avec une autre fille. Après quoi, à bord d'un combi Volkswagen, il quitte l'Allemagne pour l'Angleterre et pour la France. Et là, il y a un trou dans son CV. Enfin, il y avait. Parce que c'est à ce moment-là qu'il viole et qu'il tue Sylvie Bâton à Avallon. Mais elle n'est sans doute pas sa seule victime. Quoi qu'il en soit, il est arrêté en 1993 en Angleterre après avoir agressé une jeune femme dans la rue. Il est extradé en Allemagne où il est recherché et là-bas il est condamné à 3 ans et demi de prison pour les 2 viols commis en 84 et 85. Il sort, il se marie, il a 2 enfants, 2 filles et pendant 7 ans, il ne fait plus parler de lui. Et puis comme dans l'affaire Bâton, il est rattrapé par son ADN pour le meurtre et le viol d'une jeune Allemande commis en juillet 1983. Et c'est là qu'il est condamné à perpétuité. Voilà donc le profil du bonhomme qui a sans doute violé et tué Sylvie Bâton à Avallon en 1989. Dans la foulée de son identification, Münstermann est extradé par l'Allemagne. Et quand il arrive en France, on découvre l'oiseau. Physiquement, c'est musclore, une montagne de muscles. Et le regard dur, froid, glacial même. Et les Allemands ont prévenu les Français. Ne vous attendez pas à ce qu'il lâche quoi que ce soit. Au cours de son interrogatoire, c'est une coriace. Vous verrez. Et ça se vérifie d'entrée. Monsieur Münstermann, comment expliquez-vous que votre ADN se retrouve sur une couverture d'une jeune Française nommée Sylvie Bâton qui a été violée et assassinée à Avallon, en France, en 1989 ? Avallon, vous dites? Ça ne me dit rien. Avallon? C'est en Bourgogne, monsieur. Ah, Bourgogne. Je me souviens avoir couché avec une femme, une jeune femme, en France. C'était peut-être en Bourgogne. Quand vous dites coucher, vous dites qu'elle était d'accord ? Ben oui, on a fait l'amour, quoi. Et c'est là que j'ai dû laisser cette tache de sperme. Il n'ira pas plus loin. Jamais. Les Allemands avaient raison. C'est un coriace. Et maintenant, au-delà de l'ADN, c'est aux gendarmes de trouver la preuve de sa présence à Avallon 18 ans plus tôt. Le juge Pratt, je donne son nom parce que c'est tout de même le héros de cette histoire, il le mérite, le juge Pratt fait diffuser un appel à témoins avec une photo d'époque de Münstermann. Et là, 2 Françaises réagissent. Je me souviens bien, dans ces années,
Un Allemand dans un combi Volkswagen s'est arrêté pour me demander un renseignement en anglais. Moi, à cette époque, j'étais serveuse. Et ça m'avait marqué, j'ai servi un café à un étranger, à un blond, à la carrure assez athlétique. Et je me souviens, son cou et ses avant-bras étaient marqués de griffures et il avait l'air nerveux, quoi. 18 ans plus tard, ces témoignages valent ce qu'ils valent. Il est temps de conclure cette instruction et de renvoyer Ulrich Gerhard Münstermann devant la cour d'assises. Le procès de Münstermann pour le viol et le meurtre de Sylvie Baton s'ouvre le 4 octobre 2011 devant les assises d'Auxerre. Et 22 ans après, la mère de Sylvie peut enfin voir celui qui a tué sa fille. Malheureusement, il ne faut pas trop qu'elle compte sur des aveux. Je n'ai rien fait du tout. Je suis innocent. Tout ce que je peux dire, c'est que cette fille, oui, je l'ai rencontrée au camping, à Avallon. Je me souviens, on a bu un café, on a parlé de sexe, et après j'ai fait l'amour avec elle, dans mon camion. Ça a duré dans les 45 minutes, et après ce que je suppose, c'est qu'en rentrant chez elle, elle a dû relâcher un peu de mon sperme sur sa couverture. Je vois pas d'autre explication. Et personne, évidemment, ne croit à cette histoire à dormir debout. Plusieurs victimes allemandes de Münstermann viennent témoigner à la barre. Elles racontent toutes qu'il a essayé de les étrangler à main nue, comme Sylvie Baton. Reste l'éternelle question, est-il fou? Doit-il bénéficier de circonstances atténuantes au titre de sa folie? La réponse des experts psychiatres et psychologues est non. Même si, de toute évidence, c'est un psychopathe. Il a, je dirais, un manque total d'empathie, une arrogance qui masque une piètre estime de soi et une peur des femmes qui confine à la haine. L'avocat général requiert la peine maximale. Frappé, ligoté, violé, sodomisé. Sylvie Baton est morte étranglée. C'est l'horreur absolue, c'est la barbarie absolue. La loi du plus fort qui s'exprime sans aucune pitié. La victime n'était plus un être humain, c'était une chose sexuelle, un défouloir sexuel. Le sperme et le sang, avec son ADN, est évidemment la signature de Münstermann. Il ne doit pas ressortir dans les années qui viennent. Et en conséquence, je vous demande de le condamner à la peine maximum encourue, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Je vous remercie. Et c'est au ténor du barreau d'Auxerre qu'il revient de tenter de défendre Münstermann. C'est pas facile, hein. C'est un avocat brillant. Mais là, que voulez-vous qu'il fasse? Son client le condamne à plaider l'innocence. Alors il fait son métier. Juste son métier. Sa maman a dit, dans le cadre des dépositions, qu'elle avait sorti sa fille de la drogue. Sylvie Baton, on le sait par le dossier, fumait souvent des joints. Alors je ne veux pas salir la mémoire de la victime, mais elle pouvait avoir des aventures. Et M. Münstermann était beau garçon à l'époque. Le verdict est sans surprise. Ulrich Gerhard Münstermann est condamné à perpète, plus 22 ans de sûreté. Et il fait appel, la bourrique. Et en appel à Melun, il écope de la même peine.
C'est sa deuxième condamnation à perpétuité et il va la purger en Allemagne. Il ne pourra pas sortir au minimum avant 2039. Incroyable histoire que j'ai choisi de débriefer avec le docteur Paul Bensoussan, qui est un expert psychiatre que l'on rencontre souvent dans de gros dossiers criminels. Et Paul, dans cette affaire, vous avez eu, c'est très intéressant, un rôle qui va bien au-delà de ce que vous faites d'habitude, qui consiste souvent à rencontrer le détenu une fois ou deux au parloir de sa prison. Il vous a demandé, le juge d'instruction, beaucoup plus. Expliquez-nous ça. Alors effectivement, Christophe, j'ai eu je dirais le privilège d'assister aux auditions par le magistrat instructeur, qui ont été très longues, et ainsi qu'à la reconstitution. Quand vous dites aux auditions, ça veut dire les interrogatoires du juge dans son bureau, dans son cabinet, vous êtes là dans un coin. C'est ça. Exactement. En observateur, vous savez qu'en psychiatrie, on attache énormément d'importance aux gestes, à la mimique, à la posture, à tout ce qui est non-verbal. Simplement, quand on est en entretien direct avec un sujet, évidemment, on ne peut pas se concentrer de la même façon. Là, j'ai été pendant 3 longues demi-journées l'observateur privilégié, tout à fait au premier plan, mais sans interagir directement, d'Ulrich Munstermann, ce qui a eu également l'avantage de créer entre lui et moi une sorte de connivence. Je m'explique. Très souvent, l'accusé rejetait, balayait d'un revers de main les questions du juge dès lors qu'elles touchaient à l'intime et à la sexualité en particulier. Il disait à ce moment-là systématiquement « je préfère parler de ça avec le psychiatre ». De sorte que quand, plusieurs semaines plus tard, j'ai été là aussi pour 3 longs entretiens à Fleury-Mérogis, le voir en maison d'arrêt, nous avions presque l'impression de nous connaître, la coopération était meilleure, et puis il ne pouvait plus se dérober, puisqu'il s'était déjà dérobé en disant qu'il évoquerait ces chapitres-là avec moi. Mais qu'est-ce que vous apprenez, Paul, à ce moment où vous êtes un peu en recul, je suppose, dans le bureau du juge d'instruction, et vous le voyez répondre aux questions qui lui sont posées. Dans le non-verbal, qu'est-ce que vous percevez ? Alors, ce que j'observe, c'est extrêmement frappant. Je m'explique. On a lu dans la presse que cet homme qui voulait être Arnold Schwarzenegger pesait 120 kilos de muscles. Je m'attendais à voir une montagne. Eh bien, à ma grande surprise, il mesure 1m75, c'est-à-dire à peu près ma taille. Donc déjà, c'était la première surprise. Mais en revanche, sa stature, son visage de marbre, alors marmoréen, on va dire l'expression, avec la froideur de l'expression et le côté très figé de la mimique, donnait une impression de force qui était d'autant plus saisissante qu'il y avait un dispositif de sécurité impressionnant. Dès qu'il s'avançait, par exemple, pour regarder un document que le juge lui tendait, vous aviez 3 gendarmes qui se penchaient par-dessus son épaule parce que tout le monde craignait qu'il ait un geste agressif. Eh bien, malgré cette position quand même très infériorisante d'arriver menotté, entouré de gendarmes, il était impressionnant par l'impression de force qui se dégageait de lui. La deuxième observation frappante, puisque je me la remémore encore, c'est cette espèce d'indifférence, de cynisme, tout à fait affiché, avec même parfois une hilarité forcée qui était extrêmement dissonante par rapport au contenu du dossier. Une indifférence glaçante, y compris lorsqu'on lui montre les photos de la malheureuse victime qui avait été non seulement violée et tuée, mais battue, peut-être même post-mortem. Donc il y avait une indifférence tout à fait étonnante, avec des dénégations massives, que vous avez tout à fait évoquées, Christophe, par exemple, en disant effectivement j'ai couché avec une Française. Enfin, si je devais me souvenir de toutes les femmes avec lesquelles j'ai couché, il se perçoit comme un grand séducteur, et il dit qu'elle a pu après, bien sûr, ça peut être elle, bien sûr, puisque l'ADN le dit, mais néanmoins, il n'a pas repris son sperme, dit-il cyniquement, et allez savoir, par les temps qui courent, sur qui elle a pu tomber après. C'était la première fois, je suppose que cela vous arrivait dans votre carrière, de passer autant de temps avec la personne que vous avez à expertiser. Alors cela m'est déjà arrivé, mais j'avoue que c'est une chose rare, et je le dois à cette demande tout à fait particulière du juge d'instruction.
et qui m'a donné encore une fois un poste d'observation tout à fait privilégié, en étant à la fois extérieur, mais néanmoins très, très présent durant les interrogatoires et la reconstitution. Il est assez exceptionnel, hein, ce juge, Charles Pratt. Oui, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure en montrant sa ténacité, je pourrais dire son opiniâtreté, pour une affaire au moment où il prend son cabinet qui est vieille, je crois, de 17 ans, et alors qu'il est là avec sa greffière dans les sous-sols du palais de justice à chercher des scellés plus ou moins bien rangés. Plus ou moins bien rangés. Alors, vos conclusions à l'issue, si j'ai bien compris, c'est que nous avons affaire, j'ai envie de dire assez banalement, à un psychopathe, totalement indifférent à la souffrance de ses victimes. Absolument. Alors, il faut bien préciser pour nos auditeurs que le psychopathe est un terme qui est très très mal compris par le grand public, puisqu'on le décrypte étymologiquement en malade mental. Il faut bien comprendre que c'est en réalité un trouble de personnalité. D'ailleurs, ce terme a aujourd'hui pratiquement disparu. On lui préfère la dénomination plus contemporaine de personnalité antisociale, qui désigne, pour le dire très simplement, quelqu'un qui est absolument incapable de respecter un cadre, des normes, une autorité quelconque, qui a une intolérance majeure à la frustration, une grande impulsivité, un caractère extrêmement transgressif, c'est pour ça que ça s'appelle l'antisocial, et surtout qui est démuni, mais vraiment démuni d'empathie, parce que ça fait partie des caractéristiques les plus profondes de cette personnalité, l'absence d'empathie et l'absence de sens moral. Alors, on se demande ce que la morale vient faire là-dedans, c'est très rare que ce terme soit utilisé en psychiatrie, mais c'est néanmoins le propre de la personnalité psychopathique, plus contemporainement appelée antisociale. Alors il a cette pathologie qui, je le rappelle, n'est pas une maladie mentale, mais un trouble de personnalité. Est-ce que ça se soigne ? Ça ne se soigne pas. La personnalité, ce sont nos traits de caractère saillants, nous les avons pour la vie, on peut tout au plus les moduler. Je rappellerai la citation de Hamburger, qui était le néphrologue, et qui disait « Si dans la vie les jeux sont faits », il parlait à ce moment-là de la génétique, pas de la personnalité, mais on peut l'extrapoler à la psychiatrie. « Si dans la vie les jeux sont faits, chacun avec un même jeu peut faire une partie différente. » Donc, on peut apprendre à mieux se connaître et à moduler nos traits de caractère, mais certainement pas à les changer, et en particulier pour le psychopathe, qui est le plus mauvais client pour les psychothérapies. C'est social ou c'est génétique comme héritage ? La vérité, c'est que le débat n'est pas tranché, que les écoles de psychiatrie s'affrontent là-dessus. C'est, disons, en faveur de la génétique, de tous les troubles de personnalité, c'est considéré comme le plus proche de la maladie mentale. Mais ça n'est pas une excuse. Il y avait une autre... Ah non, ça n'est absolument pas une excuse. Ça devrait... Sauf si dans l'avenir, par exemple, nous trouvions, hypothèse, le gène qui code l'impulsivité, eh bien, ça deviendrait à ce moment-là, à l'évidence, une circonstance atténuante, voire déresponsabilisante. Mais dans l'état actuel des connaissances, ça n'est absolument pas ce qu'on appelle une atténuation de responsabilité. Le sujet psychopathe a une pleine responsabilité pénale. Un point sur lequel j'aimerais avoir votre avis, Paul, c'est ce témoignage de ces victimes qui disent qu'il a un tout petit sexe et qu'il a des problèmes d'érection. Dans ce violeur qui bande mou, eh bien, lorsque les victimes sont venues témoigner à la barre, il était absolument évident que par moments il se radoucissait et que par moments il devenait de nouveau violent avec des gestes de strangulation et des coups qui ravivaient son érection. C'est ce qu'on appelle, alors là c'est tout à fait, ça existe encore dans les classifications, la personnalité sadique a disparu, mais le trouble sadisme sexuel est identifié dans les classifications actuelles. Donc nous avons ici une parfaite illustration de ce qu'est le sadisme sexuel. La peur, l'humiliation ou la souffrance de la victime sont des facteurs d'excitation. Il y a aussi d'ailleurs dans le récit cette hypothèse, parce que je ne sais pas si c'est vérifiable, que le premier viol qu'il commet en Allemagne à l'âge de 21 ans est aussi sa première relation sexuelle. Oui, ça c'est pour cela que je me suis permis d'utiliser un terme que j'utilise très rarement, de prédation. Car lorsqu'il raconte ce premier viol, il raconte, il a 21 ans ou 22 ans, il observe un groupe de joggeurs, il est dans un parc, et il voit que l'une, la plus âgée, qui a une 50aine d'années, est à la traîne.
il va s'attaquer à cette femme parce qu'elle est la plus lente et parce qu'elle est en arrière du troupeau. J'utilise volontairement le mot troupeau pour comprendre la notion de prédation. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est non seulement son premier viol, mais son entrée dans la sexualité. Et peut-être même sa première érection, finalement, puisque vous laissez entendre qu'il ne peut avoir d'érection que dans la souffrance de sa victime. Que dans la violence. Alors effectivement, à cela près qu'il y avait les masturbations, et à propos de ces masturbations, justement, il décrira un comportement incestueux de sa mère, qui aurait voulu se glisser dans son lit à l'âge de 20 ans en le surprenant en train de se masturber, mais aucun de ses 3 frères avec lesquels il a rompu d'ailleurs n'adhère à la vision tout à fait dramatisée qu'il donne de ses parents et de sa biographie. Et là, c'est très certainement une fabulation utilitaire. Il nous peint une biographie glaçante qu'aucun de ses frères ne confirme. Vous savez quoi, Paul Bensoussan ? Vous confirmez l'idée que j'avais déjà avant, que vous étiez l'un des meilleurs experts psychiatres que nous ayons en France. Merci infiniment. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.